Bonjour, pour quelque chose d'un petit peu différent que d'habitude, on va parler un peu d'histoire de l'art. Comment on est arrivé finalement de l'art classique, académique, etc. à l'art contemporain, qui est majoritaire de nos jours. Quelle est l'évolution? Donc je voudrais parler des trois grandes dates de rupture dans l'art du 19e au 20e siècle qui ont abouti à la situation présente. Et effectivement, tout le monde est très étonné de ces grandes dates de rupture. Tout d'abord, un petit avertissement. Moi, je suis pas un spécialiste de l'histoire de l'art, hein. Si jamais vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à me les signaler, hein, dans les commentaires. Voilà, moi, c'est ce que je sais de ce que j'ai appris, hein, sur l'art. C'est une sorte de petite synthèse, mais bon, voilà. Si jamais il y a des trucs qui coincent, n'hésitez pas à me les signaler. Alors jusqu'ici tout va bien, c'est l'académisme. Au 19e siècle, effectivement, se met en place un système de peinture officielle qui est caractérisé par des dessins précis, un grand format, beaucoup d'allégories. Il n'y a pas de coup de pinceau apparent, hein. Il y a des sujets historiques, religieux ou mythologiques qui sont dominants, hein, que ce soit Vénus qui sort de l'eau, ou des sujets inspirés de l'histoire romaine, des sujets bibliques, etc., etc. J'ai mis le lien vers une petite vidéo faite par Arte qui est très très bien, effectivement, qui explique un peu qu'est-ce que c'est cet art officiel auquel tous les artistes étaient obligés de se plier au 19e siècle. On a par exemple, voilà un exemple d'académie, c'est Ingres, la source, hein, donc c'est une allégorie de la source. On voit effectivement que c'est très lisse, hein, comme trait, hein, c'est presque photoshopé, hein, au niveau de la peau. Pas de poils apparents non plus, effectivement. Ça c'est censuré aussi, n'est-ce pas? Voilà, donc avec une pose un peu élaborée comme ça. C'est un tableau qui est assez célèbre d'ailleurs, qui a été, soit dit en passant, repris dans des publicités, comme celle-ci, effectivement. C'est de manière implicite, hein. On a des reprises de tableaux académiques. Bon, histoire d'eux, je vous ai mis deux tableaux académiques, hein, typiques. Là, on a Oedipe et Antigone de Jalabert en 1843. Alors, vous voyez bien, il y a un côté très pose, hein, très hiératique, très un peu raide finalement quelque part, avec cette peau photoshopée un peu partout là, très claire, etc. Sur un énorme format. Ça, c'est très académique, effectivement. Là aussi, bon, ça, les Romains de la décadence, effectivement, bon, ça, tout ça, on peut le voir au musée d'Orsay, hein, c'est dans l'entrée à droite, hein, si vous le cherchez. Et effectivement, bon, donc on a des sujets historiques, mythologiques, voilà, avec des poses, des drapés très très étudiés, voilà. Soudain, au salon de peinture de 1850, surprise, motherfucker! Qu'est-ce qui se passe? On a un enterrement à Ordance de Courbet. Alors, effectivement, c'est une toile qui pose problème, qui, quand elle apparaît devant le public, finalement, ça crée une sensation. C'est une date importante dans l'histoire de l'art. On va voir en quoi. Qu'en fait, Courbet frappe un grand coup avec cette toile. Who's the master? Comment? C'est-à-dire que déjà, première chose, la toile est absolument massive. Ça fait 6,68 mètres sur 3 mètres 15, donc c'est absolument massif, c'est gigantesque. On peut voir cette toile d'ailleurs au musée d'Orsay, et effectivement, c'est grand. Les critiques de l'époque sont pas tendres. Est-il possible de peindre des gens si affreux? D'ignobles caricatures inspirant le dégoût et provoquant le rire. Un amour du lait endimanché, toutes les trivialités de notre costume disgracieux et ridicule prises au sérieux. Je crois qu'ils n'ont pas trop aimé. Voilà. Alors, Courbet dira,
Je tiens ainsi que la peinture est un art essentiellement concret et ne peut consister que dans la représentation des choses réelles et existantes, de tous les objets visibles. Un objet abstrait, non visible, non existant, n'est pas du domaine de la peinture, nous dit-il, ce monsieur Courbet. Donc il y a cette idée de je peux choisir de tout représenter. Donc Courbet devient le chef de file du réalisme en peinture. C'est-à-dire que l'art ne sert pas qu'à montrer les dieux et les scènes mythologiques. Il sert aussi à montrer le réel. Et le réel est vraiment complètement déjà bouleversé dans un 19e siècle qui vit beaucoup de changements de société et de techniques. Ne serait-ce que la révolution industrielle ou le chemin de fer ou plein d'autres choses en fait. Finalement, l'industrie, le travail de l'acier, etc., etc. Donc du coup, finalement, il y a une sorte d'urgence à arrêter de peindre des dieux tout le temps, quoi. Finalement, est-ce qu'on peut pas peindre le réel tout simplement? Et l'autre idée de Courbet, c'est que l'art peut potentiellement aussi montrer des choses laides ou désagréables, comme ces paysans de cet enterrement à Ornans, hein. On a des gens qui viennent du peuple. euh, c'est ça qui a fait scandale aussi, c'est que c'est une toile monumentale avec des gens qui viennent du peuple et c'est pas des héros, c'est pas des divinités. Donc voilà, donc c'est autant de choses importantes à retenir pour cet enterrement à Ornans. Voilà, donc je vous repasse le tableau hein, pour que vous puissiez voir effectivement. Il y a ce côté effectivement provocation de Courbet, de prendre des gens du peuple et de les placer dans un tableau aux dimensions aussi grandes finalement, hein. C'est le peuple finalement qui est représenté dans ce tableau, c'est ça qui choque finalement aussi. Alors Courbet, c'est aussi un grand provocateur, hein. Peut-être vous connaissez ce tableau hein, qui s'appelle Le Désespéré, qui a été repris en couverture de plein de livres, genre Le Horla de Maupassant, etc. Donc on trouve ça souvent effectivement dans l'édition pour des romans du 19e siècle. Mais aussi, Courbet est très célèbre aussi pour un autre tableau qui représente un sexe de femme en gros plan, hein. C'est le fameux Origine du monde que je vais montrer. Attention, couvrez-vous les yeux. Voilà. Effectivement, c'est l'origine du monde. Alors, je trouve ça hyper intéressant parce que finalement, vous vous souvenez la source, le tableau de Courbet qu'on avait juste avant. Effectivement, on avait cette jeune fille qui versait de l'eau. En fait, son sexe était complètement censuré. Et Courbet va précisément, au nom de son idée de représenter tout ce qui est réel, de reculer devant rien, va précisément représenter ce qui n'est pas montré dans le tableau de Courbet, la source qu'on avait vu juste avant, là, avec cette jeune fille qui verse de l'eau. Bon, pour que ce soit plus clair, effectivement, j'ai mis les deux côte à côte, hein, voilà, donc vous voyez, effectivement, c'est précisément ce qui n'apparaît pas dans le tableau de gauche et sur le tableau de droite, quoi. C'est une sorte voilà, encore une fois, de provocation de Courbet. J'ai oublié de dire que cette vidéo était bien sûr interdite aux moins de 18 ans. Autre tableau réaliste bien connu, Les Raboteurs de parquet de Gustave Caillebotte, qui là aussi montre des gens du peuple, hein, des ouvriers, sur un grand format, une fois de plus, une très grande toile. On a aussi bien connu l'Absinthe de Manet, hein, qui montre cette femme alcoolique, le regard complètement perdu. Vous voyez effectivement que il n'y a pas tout ce poli, tout ce joli trait hein, des peintures académiques, hein, c'est un peu plus brut, hein, bien sûr, et ça reflète vraiment la réalité comme on pouvait la voir dans les bistrots le matin à Paris. J'ai mis ça aussi. Alors ça, c'est Troïka de Perov. C'est aussi l'école réaliste russe, parce que en même temps qu'il y avait les Français qui faisaient ça, les Russes aussi ont décidé de refléter aussi la réalité de leur pays, de quitter eux aussi l'académisme. Euh,
Et donc du coup, on a ce tableau qui est très bien. Moi, je l'aime beaucoup parce qu'on sent vraiment la sensation de froid en fait. On sent vraiment le vent là, le petit frisson, etc. Là, on sent vraiment le, le vent qui souffle et c'est vraiment, il fait froid quoi. Il fait froid, c'est la Russie quoi. Hein, voilà. Donc autre toile réaliste. On a évidemment ultra méga super gigantesquement connu le déjeuner sur l'herbe de Manet, qui lui aussi a fait un gros scandale, hein, effectivement, où on a cette femme nue qui n'est pas idéalisée, qui regarde d'un air un peu fripon et provocateur le spectateur. Voilà, donc ça aussi, tout ça fait partie du réalisme en peinture. Et hop, donc on a notre première date importante à retenir, un enterrement à Ordonnance de Courbet en 1850 qui lance le réalisme en peinture et en art. À partir de là, on a deux inventions capitales qui vont changer le sort de l'art. Hein. Et oui, on a la photo. L'art perd sa vocation à reproduire finalement le réel, que la photo s'en charge. Bah oui, c'est un gros problème. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où on a une technologie de reproduction fidèle de la réalité, ben, qu'est-ce qu'on se casse les pieds en peinture à essayer de faire des peintures super réalistes, puisque la photo, claque, on appuie sur le bouton et hop, c'est bon. Alors quel est le rôle de l'art maintenant, hein, si c'est pas représenter le réel de manière réaliste? Et donc du coup, on va se tourner alors vers l'intérieur, vers la sensibilité de l'artiste. Ça, c'est un truc très 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 important, qui est une orientation dans l'art occidental très très importante. Autre chose, ceci, la peinture en tube, bah, c'est fini de faire ces mélanges dans l'atelier. L'artiste peut sortir dehors, capter quoi? Capter la lumière. Donc effectivement, la photo et la peinture en tube vont changer la manière dont on va aborder l'art. Et c'est ce qu'on va développer maintenant. Soudain, une exposition en Normandie en 1874. Surprise, motherfucker! À ça, Impression soleil levant de Monet. Ouh, alors là, ça commence à ressembler à quelque chose de complètement différent. Ça ressemble même plus à grand chose en fait. Hein. Alors, on va voir un petit peu en quoi c'est important. Cette impression soleil levant de Monet en 1874. La taille, c'est 48 x 63 cm. C'est pas très très grand. Hein. On peut le voir aussi au musée d'Orsay. Hein. Pas très très grand. Et le critique, assez malveillant, Louis Leroy, nous dit représente cette toile impression. Impression, j'en étais sûr. Je me disais aussi, puisque je suis impressionné, il doit y avoir de l'impression là-dedans. Bingo, malgré lui, il vient de créer le terme impressionnisme, qui à la base, effectivement, il parlait d'impression de manière très ironique, hein, malveillante, en disant c'est un tableau qui me donne des impressions. Et finalement, ça a été repris par le mouvement lui-même en disant bah tiens, puisqu'on donne de l'impression, on n'a qu'à dire qu'on est des impressionnistes. Et voilà, le terme a été créé à partir de cette critique sur ce tableau. Du coup, dans l'impressionnisme de la fin du 19e siècle à l'époque actuelle, on n'essaye plus de retranscrire la réalité, puisque la photo s'en charge, comme on disait, mais l'impression qu'elle donne. On a beaucoup d'images de la nature pour capter le jeu sans cesse changeant de la lumière, et on se ressent sur la subjectivité de l'artiste. Chaque artiste a sa vision, son impression particulière. Et c'est une notion qui est encore très importante aujourd'hui dans le monde de l'art, finalement. On a des impressionnistes célèbres du 19e siècle qui sont Manet, Monet, Cézanne, Pissarro, Seurat, Renoir et jusqu'à Van Gogh. Hein. Ça, c'est des noms qui sont ultra méga connus. Vous les connaissez peut-être pas tous, mais au moins un certain nombre. Ils ont fait des toiles qui sont mondialement connues. Alors, je proposais quelques petites toiles. Alors, je me suis dit, bon, je vais quand même mettre les titres des œuvres quand même. Hein. Donc, les peintures impressionnistes qui vont être montrées, il y aura les Coquelicots, la cathédrale de Rouen, la gare Saint-Lazare, tout ça de Monet, le déjeuner des canotiers de Renoir, un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte de Seurat, les tournesols de Van Gogh et la nuit étoilée de Van Gogh. Voilà, comme ça au moins on a la référence. Je me dis, c'est paraît plus correct de mettre les références. On commence effectivement avec les coquelicots, avec toujours
ce côté très impressionniste, hein, ces petites taches de couleur, ce trait un peu vaporeux toujours. Euh, la cathédrale de Rouen et la gare Saint-Lazare, bien célèbre aussi. D'ailleurs, il a demandé pour faire ce tableau de la gare Saint-Lazare qu'on réajuste l'horaire d'un train, enfin, pour qu'il puisse le peindre en direct. On voit ce côté, il y a un côté presque un petit peu minéral, hein, dans sa touche à Monet, hein. Euh, Derrière, on a Renoir. Alors Renoir, là, c'est beaucoup plus vaporeux, beaucoup plus éthéré. Et c'est hyper léger en fait, sa manière de faire. Là, il y a une espèce de lumière très douce. C'est très doux en fait le Renoir, plus que Monet finalement, hein. Mais bon, ça c'est hyper connu, c'est le déjeuner des canotiers. On a alors Seurat. Alors lui, Seurat, c'est un drôle de bonhomme puisque en fait, lui, il peint en faisant des petits points. Alors si on zoome, ça donne un truc comme ça. Donc c'est absolument monstrueux, quoi. Le gars, il fait des petits points, pic, 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 comme ça avec son pinceau. Et c'est une sorte de sous-division, de sous-catégorie de l'impressionnisme qui s'appelle le pointillisme, effectivement. Mais vous voyez, effectivement, il y a tout ce jeu sur la lumière. Et lui, il intègre le jeu sur la lumière au sein même de ses peintures avec tous ces petits points qui, vu de près, ça fait une sorte de gloubi-boulga, là, de gros mélange de petits points. Et vu de loin, ça fait cet effet absolument magnifique. Et Van Gogh, bon, alors, ultra méga connu, hein, effectivement, hein, avec effectivement, c'est pas un tableau forcément très réaliste. Vous voyez le, le socle des tournesols. Enfin, il y a un côté très brut en fait, hein, dans Van Gogh. Et la nuit étoilée, bien connue aussi, qui montre effectivement son impression de la nuit étoilée. Hein. C'est une vision quasiment hallucinatoire, hein, de la réalité. Au début, les impressionnistes veulent retranscrire une impression de la réalité, hein, n'est-ce pas? Mais petit à petit, l'impression devient de plus en plus intérieure, hein, insaisissable. Monet, avec ses nymphéas, hein, qui sont de moins en moins réels, ouvre la voie à l'abstraction. Ça, c'est une autre révolution capitale dans l'art, hein. Donc effectivement, on peut arriver à un point où on n'arrive même plus trop à distinguer ce qui est représenté, tellement que c'est une sorte d'impression interne en fait. On va voir ça. Voici Monet, qui est en train devant ses nymphéas. Et donc voici les nymphéas de Monet, qu'il a peint de 1914 à 1926. C'est des tableaux que l'on peut admirer au musée de l'Orangerie, à Paris aussi, du côté de la place de la Concorde. Donc, vous voyez, donc, on était parti du réalisme. Finalement, là, ça représente quoi? Ça représente des nymphéas. Des nymphéas qui sont des plantes aquatiques. Euh, mais effectivement, ça devient tellement une impression personnelle du peintre que finalement, on quitte un peu la réalité presque. Enfin, on voit des formes comme ça, mais est-ce qu'on est encore un peu dans le réel? Effectivement, on arrive à des choses, on se demande même ce que ça représente finalement, hein. Et comme je disais, Monet, d'une certaine manière, ouvre la voie à l'abstraction. Alors évidemment, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il n'y a pas quelqu'un qui a regardé l'année inférieure et qui a dit tiens, je vais faire de l'abstraction. C'est un mouvement global et Monet est d'une certaine manière un précurseur là-dessus. Mais tout ça se fait petit à petit, hein. C'est pas, j'ai dit c'est des dates importantes de l'histoire de l'art, mais c'est pas en claquant des doigts d'un seul coup que tout est bouleversé. Mais c'est des jalons. C'est vraiment c'est des moments de scandale, des moments importants dans l'histoire de l'art qui montrent une révolution en marche. Donc voilà, les impressionnistes ont ouvert la brèche. Désormais, on va avoir une coupure dans l'art entre les figuratifs qui représentent quelque chose de réel, hein, et les abstraits qui représentent quelque chose d'invisible, d'intérieur et de conceptuel. Bon, souvent d'ailleurs, il y a un peu des deux, hein. Alors, on va faire un petit comparatif entre figuration et abstraction. Hop, alors là, on a quoi? Ben, ça représente des gens, quoi, hein, vite fait. Donc du coup, là, on est dans le figuratif, hein.
Je vais mettre un autre tableau bien célèbre. Ouh, alors là, bon là on est dans l'abstraction. Ce que je trouve intéressant dans l'abstraction, c'est que effectivement, ça pose beaucoup plus de questions. Le tableau de gauche, bon, on a un peu, c'est assez littéral, on peut se demander qui sont ces personnes, quelles relations ils ont entre eux, etc. Tableau de droite, alors là, on est dans l'interprétation pure. Qu'est-ce que ça peut bien être ce bazar-là? Je sais pas. On dirait qu'il y a une sorte de disque vinyle, il y a des partitions, je sais pas, c'est pas des touches de piano là, je sais pas, ou pipi, ou ça fuse un peu dans tous les sens. C'est quoi? C'est de la musique ou quoi? Ou qu'est-ce que c'est? C'est le jazz ou c'est quoi? C'est la ville? Qu'est-ce que ça peut bien être, hein? Du coup, effectivement, on n'a pas du tout le même rapport entre les deux, hein. Au niveau de la figuration à gauche, c'est American Gothic, hein, qui est bien connu, hein, une toile américaine. Et composition 8 de Kandinsky. Vous voyez que c'est à peu près la même époque, hein, mais effectivement, c'est pas du tout les mêmes choix, hein. Donc, si on récapitule, la première date importante, c'était un enterrement à Ornans qui ouvre la voie du réalisme. Et là, deuxième date importante, impression soleil levant de Monet, l'impressionnisme, hein, et plus tard, d'une certaine manière, l'abstraction. Donc effectivement, c'est quand même deux dates importantes. Soudain, dans une exposition à New York en 1917, surprise, motherfucker! Ah ça, Fontaine de Marcel Duchamp, ça date de 1917. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Bah oui, c'est un urinoir, c'est là où on fait pipi, hein, pour les garçons. Alors les réactions du public face à ça, effectivement, c'est juste un urinoir, un endroit où on fait pipi, quoi. C'est tout, quoi. Donc effectivement, bon, choisissez votre réaction. Vous seriez plutôt dans quelle, vous seriez plutôt dans quelle réaction en fait? Hmm. Bon, évidemment, ça choque parce que là, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est rien du tout. C'est quoi? C'est juste un endroit où on fait pipi, quoi. Bon, les réactions du public sont plutôt comme ça. La réponse de Duchamp, finalement, celui qui a mis cette urinoir là, c'est ça. Effectivement, Duchamp, gros provocateur dans l'art, hein, comme Courbet, hein, mais d'une certaine manière. Voilà, donc il dit, voilà, hein, je fais ce que je veux, et voilà. Ceux qui sont pas contents, prout quoi. Donc effectivement, ça ouvre la voie à l'art contemporain. Duchamp, il crée des ready-made, c'est-à-dire des objets déjà faits qu'il signe. C'est-à-dire que, bon, alors là, c'est vraiment, il prend n'importe quel objet, hop, et puis il signe, et puis voilà. Il dit, voilà, c'est de l'art. Pour lui, donc, même des objets du quotidien sont déjà des œuvres d'art. Ok, donc c'est une rupture importante. Il explose la notion d'art en affirmant que tout peut être art. Bon, alors là, lui, il a tué le game, quoi. Maintenant, il n'y a plus rien, c'est terminé, quoi. Il explose la notion d'art. Tout peut être art. Alors à partir de là, bon, voilà, ça ouvre des champs et en même temps, ça pose beaucoup de problèmes. Puisque tout est histoire d'impression personnelle, il n'y a plus de critères pour décider ce qui est de l'art ou non. C'est ce qui nous explique en fait. Ouais, puis si c'est mon impression personnelle, si j'ai envie de dire que ça c'est de l'art, ok c'est de l'art. Donc sa place est dans un musée. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc c'est le début du grand bordel de l'art contemporain, quoi, hein. On peut dire ça à partir de ce urinoir là, qu'il a appelé Fontaine en 1917. C'est le début de ce qu'on connaît de l'art contemporain. Quelques effets de l'approche de Duchamp. Tout le monde peut être artiste. L'art est complètement banalisé. Il n'y a plus de techniques nécessaires. Il n'y a plus besoin de talent. Il n'y a plus d'école ou de mouvement. C'est intéressant. Si vous regardez dans l'art contemporain, bah, finalement, des grands mouvements genre réalisme, pompier, symbolisme, romantisme ou quoi, ou ça n'existe plus finalement. Il n'y a plus tellement d'école ou de mouvement. Chaque artiste est hyper individuel. Finalement, on va représenter que lui-même. C'est la fin du consensus sur l'art et sur ce qui est art. Maintenant, plus personne peut dire ok ça c'est de l'art, ça c'est pas de l'art. Et du coup pour se faire remarquer, il y a beaucoup plus de provocation, hein. Ce qui est important, c'est moins l'œuvre que le discours qu'il y a autour. Je connaissais quelqu'un effectivement qui était au Beaux-Arts et qui en avait marre que peu importe ce qu'il crée,
ce qui est important, ce qui est attendu, c'est tout le discours, tout le texte, tout ce qu'on peut produire comme texte pour dire, ok, pour justifier, pour dire, ok, ça c'est de l'art, pour expliquer, etc., etc. Finalement, tout ce discours sur l'art prend une importance capitale en fait, parce que c'est beaucoup moins évident. Si j'expose un urinoir en disant c'est de l'art, ben il faut quand même justifier ça un minimum d'une certaine manière. Donc du coup, il y a une inflation du discours sur l'art. Et on comprend plus s'il n'y a pas de discours derrière, en fait. Et ça, c'est aussi un problème. Un exemple hyper célèbre, enfin dont on a pas mal parlé dans les médias, c'est Comédienne de Maurizio Cattelan. Alors vous allez dire, ok, bon, c'est quoi ce truc-là, Comédienne? Si vous la connaissez, c'est la fameuse banane scotchée au mur. Et voilà, voici de l'art contemporain. On est exactement dans le même geste que Duchamp en fait. Sauf que lui, il le faisait en 1917. Là, on est plus d'un siècle après, et c'est toujours le même genre de provocation. Il dit regardez, ça c'est de l'art. Ça c'est de l'art. J'ai le droit de dire que c'est de l'art, etc. Évidemment, ça vaut 120 000 dollars, évidemment, puisque bon, les prix dans l'art contemporain sont un peu fous. On développera ça peut-être une autre fois. Mais évidemment, donc 120 000 dollars la banane, ça fait cher quand même, hein. Sans compter que bah hop, il y a quelqu'un qui arrive et ouh, tu la manges, hop. Imaginez chaque bouchée, ça vaut au moins 20 000 dollars quoi. Voilà, donc on est toujours dans la provocation souvent, hein, pour faire parler de soi. C'est des provocations qui sont souvent d'ordre religieux ou sexuel, hein, souvent ou délirant ou n'importe quoi. Enfin, il y a ce truc un peu étonnant de l'art contemporain où effectivement, comme on a cassé les barèmes et les critères pour savoir ce qu'est de l'art, donc du coup, il y a un côté un peu random, quoi, ou un côté un peu, bah, est-ce qu'on est encore dans l'art ou pas, finalement. Je vous ai mis un générateur aléatoire de critique d'art, c'est assez rigolo. Faudrait que je mette le lien. Effectivement, qui crée un discours de manière complètement aléatoire sur telle ou telle œuvre d'art. Discours très intellectuel et obscur, évidemment. Pour en savoir plus sur le marché de l'art actuel, en fait, il y a un épisode de 5 minutes de Adam Ruins Everything sur le marché de l'art contemporain. C'est en anglais, mais c'est vraiment très instructif, je conseille. Il faudrait que je fasse un résumé de cette vidéo parce que c'est vraiment, ça dit tout en fait sur les dérives hein, de l'art contemporain actuel. On va faire un résumé de tout ce qu'on a dit. Alors, l'art religieux, mythologique et historique, ça domine la majeure partie de l'histoire de l'art. Et ça trouve son aboutissement dans l'académisme au 19e siècle. C'est ce qu'on avait dit, effectivement, les grands sujets religieux, mythologiques, historiques, les poses, le côté un peu Photoshop de l'ensemble. Hein. Ensuite, la première rupture, c'est le réalisme avec Courbet en 1850. L'art doit aussi représenter le réel, même si le réel est laid. La deuxième rupture, c'est l'impressionnisme avec Monet en 1874. L'art, elle doit plus seulement représenter le réel, mais donner à voir aussi l'intérieur de l'artiste et l'invisible. Ça ouvre la voie à l'abstraction. Et la troisième rupture, c'est l'art contemporain avec Duchamp en 1917. Ou peut-être art, si on peut le justifier par un discours ou une interprétation. Voilà, ça explique un peu comment on passe de l'académisme au réalisme, à l'impressionnisme, à l'abstraction, à l'art contemporain. C'est tout un voyage finalement de changement de perspective dans ce que doit être l'art, quelle est la définition de l'art, qu'est-ce qu'il doit représenter, quelle est la mission de l'art, quel est le concept à la base. Effectivement, il y a eu tout un chemin jusqu'à bah, la situation actuelle, hein, qui est très particulière. Hein. Peut-être dans une autre vidéo, on pourra revenir un petit peu là-dessus. Voilà, bah, j'espère que ça c'était intéressant. Espérons. Et je vous dis à très bientôt.